Module 5 qui est un chapitre sur les plugins et je voulais vous parler en premier lieu de celui que j'utilise moi qui est The Answer. Donc en termes de plugins sur DaVinci Resolve, il en existe autant que de sociétés ont décidé d'en créer. Il y en a qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins chers aussi, et plus ou moins efficaces surtout. Donc dans cette formation, je parle de ce que je connais. Et donc c'est un outil que j'utilise et dont je voulais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc c'est une société qui est principalement située à Dubaï qui a créé cet outil. Et en ce qui concerne les film emulation qu'on va voir, eh bien c'est de la création de look à partir de choses qui ont été créées à l'origine sur des supports pellicules, avec tout le process qu'on va décrire rapidement, du négatif vers le positif, c'est-à-dire de la pellicule vers l'analogique, le numérique. Donc comment elles sont créées ces émulations? À la base, quand on travaillait en pellicule, on enregistrait un film. Cette pellicule, elle permettait d'enregistrer toutes les informations, je dirais, qui étaient relatives à l'exposition, d'accord, du capteur qu'on avait, et aux conditions d'éclairage. Le support en lui-même, il était négatif, et on avait toujours quelque chose qui était de l'ordre du contraste, mais qui était vraiment un contraste qui était faible et qui dépendait en plus du type de pellicule qu'on avait. La seule façon dont on avait à l'époque la possibilité de visionner le film correctement, c'était de passer cette image dans le positif, d'accord? C'est-à-dire de faire une impression optique, une impression analogique, sur un support justement d'impression positif. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on avait fait le tirage, on avait un contraste qui allait augmenter en fonction bien évidemment du support et du type de pellicule qu'on avait, de comment on avait exposé cette scène, des conditions d'éclairage qu'on avait, etc., etc. À ce moment-là, à partir du moment où on passait en impression positive, on avait aussi la possibilité d'utiliser des filtres de couleurs pour obtenir, selon les cas, soit une image qui était dite neutre, c'est-à-dire sans teinte de couleur qui prenait le dessus sur une autre, d'accord? C'est vraiment une technique de développement pure. Ou alors on pouvait avoir une approche qui était un petit peu plus créative, qui allait se rapprocher, on va dire, de ce que le réalisateur il voulait. Donc il y a deux façons de faire quand on passe du négatif au positif. Soit on cherche à obtenir une image qui est, je dirais, aussi proche possible que la version finale qui va être imprimée. Soit au contraire, on va chercher à obtenir une image qui a un faible contraste et qui va permettre de faire des futurs traitements. Il faut savoir que dans le premier cas, on a le scanner, qui est l'outil qui va nous permettre justement d'avoir ce changement optique analogique qui va interpréter ce qui s'est passé à la prise de vue. Mais actuellement, on n'a aucun scanner qui est réellement, je dis réellement capable parce qu'ils le font dans une certaine mesure, mais ils ne sont pas capables d'interpréter correctement les conditions d'éclairage qui étaient à l'époque. C'est-à-dire que en fonction de si on était en pleine journée ou si on utilisait certaines lampes pour recréer la journée, bien que c'est arrivé un petit peu plus tard, les algorithmes font des analyses qui sont automatiques pour simuler tout ça sur nos supports qui sont imprimés, mais on a des variations qui sont un petit peu instables et puis imprévisibles. Alors que dans le deuxième cas, le contraste et les couleurs sont interprétés par une personne, et du coup, même s'il y a des corrections automatiques, c'est toujours ajusté au final et évalué en fonction des infos que la personne a et des conditions de tournage qui ont été effectuées. Donc, c'est pas vraiment si simple que ça de passer du film. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui sont analogiques et c'est encore moins simple d'arriver avec les technologies aujourd'hui, d'arriver à recréer des outils qui simulent ce qui a été fait avant. Je vous parle de ça parce que l'entreprise en parle sur son site. Ça leur a nécessité énormément de travail, plus de 5 ans de recherche sur justement les différents développements analogiques qui étaient possibles. Ils ont comparé ça à des films qui étaient déjà existants. Ils ont fait des recherches sur ce qu'on avait vu au module numéro 1, sur comment l'œil percevait cette lumière, donc au niveau de la perception humaine. Et puis ils ont travaillé également sur les sciences cognitives, les maths, pour être en mesure justement
de créer cet outil, d'Enhancer Pro, voilà, pour pouvoir simuler ces films emulation, voilà, en partenariat avec des gens qui avaient travaillé chez Kodak pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils sont arrivés à créer quelque chose qui a été intéressant. Ce qui est important de savoir, c'est que là où ils ont eu de la difficulté, et quand on y pense, c'est assez logique, c'est dans le fait qu'à l'époque, sur les films négatifs, en termes de couleurs, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui en numérique dans les systèmes informatiques. Donc par exemple, à l'époque, ils avaient ils appellent ça des patchs, ils avaient certains patchs pour certains types de couleurs, et ils avaient réussi à en répertorier un certain nombre. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, entre, je sais pas, à l'époque, avoir, je sais pas, peut-être 4000, et c'est ce qu'ils notifiaient sur leur site, avoir 4000 couleurs qui étaient répertoriées, alors qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, dans un système informatique en 8 bits, on a déjà 16 millions de couleurs. Vous voyez la différence entre, justement, les 4000 et les 16 millions. Ça leur a posé un problème pour recréer des couleurs qui n'existaient pas. Donc, en fait, ils se sont servis de données mathématiques qui avaient été créées à l'époque sur ces couleurs qui étaient existantes sur ces films négatifs pour pouvoir avoir des références, pour pouvoir créer tous ces films emulation. Donc, ce que je vais vous montrer, ce qu'on va trouver dans ce plugin, ça a été fait et ça a été créé à la base sur des films emulation de photographie. Vous allez voir, quand je vais vous le montrer, il y en a certains qui sont en vidéo. Dans l'ensemble de ceux qui nous sont proposés, il y en a plus de 50. Il y en a 5 qui ont été tirés de films vidéo. On le verra, notamment les films, les emulations Kodak. Et donc, le reste, ça a été fait sur de la photo. Donc, on va voir le principe, justement, de passer du négatif au positif à l'intérieur même de la chose. Mais avant qu'on voit en détail tout ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire toutes ces caractéristiques-là, l'input, le film, etc., il y a quelque chose qui est à comprendre, c'est la façon dont vous allez travailler. Ce que la société conseille, c'est de travailler avec cet OFX quand vous travaillez sur un clip, parce que vous pouvez travailler effectivement avec cet OFX que je vais vous montrer. On peut le travailler soit sur un seul clip, par exemple pour faire des tests, ou alors on peut travailler de manière intelligente, comme ce qu'on avait vu au module sur les outils du technicien, c'est-à-dire que cet OFX, on peut l'appliquer sur l'ensemble de la timeline, d'accord? Donc, soit on va être en mode clip, soit on va être en mode timeline, d'accord? Peu importe, on les retrouve ici, d'accord? Puisque pour l'instant, je n'ai pas créé de groupe. Donc, si on a créé des groupes, on peut travailler aussi en pré-clip ou en post-clip. Donc, cet OFX, va falloir voir comment on veut l'appliquer. Mais si on ne l'applique qu'en mode clip, justement, comme ici, en mode plan, le process de la structure au sein de notre graphe, il va faire en sorte que vous allez d'abord devoir travailler sur vos corrections colorimétriques primaires, puis vos corrections colorimétriques secondaires avec les courbes, avec éventuellement du masking, du keying et tout ce que vous voulez faire sur votre image. Donc là, moi, on va le voir, j'ai pris cette image-là. Et une fois que vous avez travaillé sur l'ensemble de la correction de votre plan, alors dans ce cas-là, en dernier plan, vous travaillez avec votre FX. Okay ? Éventuellement, si votre image en a besoin, vous pouvez, avant de travailler sur votre correction colorimétrique primaire, votre premier nœud, vous pouvez travailler sur la réduction de bruit pour permettre d'avoir un ensemble de process au niveau correction colorimétrique primaire et secondaire qui va s'appuyer sur une image qui n'a pas de bruit, et surtout pour permettre au dernier nœud sur lequel va être affiché notre OFX, d'avoir une image qui est vraiment très très propre. Attention, le fait de travailler en premier nœud avec une réduction de bruit et le fait de travailler avec l'OFX en dernier nécessite une grande puissance de calcul, et donc en fonction de l'ordinateur que vous avez, ça peut ramer un tout petit peu. Donc, comment il fonctionne cet OFX? Donc moi, j'ai choisi une image qui est une image tirée de Blackmagic. Donc
on peut le voir, c'est du Blackmagic. Si je vais dans Camera Raw, on voit qu'on est sur du Génération 5 en Blackmagic Design Film avec un ISO natif en 400. Donc ça, c'est pour moi les caractéristiques de mon plan. À partir de là, eh bien, j'ai deux possibilités de travailler. Soit j'utilise le Color Management, comme on l'a vu au module numéro 2, soit je me sers de l'OFX, justement, si je ne fais pas de Color Management, pour pouvoir appliquer tout à la base. Donc moi, ce que j'ai fait, puisque j'utilise le Color Management, et donc avant de créer mon exposition, j'ai travaillé avec mon Color Management. Donc j'ai simplement été dans ma gestion des couleurs et j'ai travaillé mon Color Management. Là, vous voyez ce que j'ai fait au niveau de mon Color Management. Je l'ai paramétré sur mon espace, mon Input Color Space, sur le DaVinci White Gamut Intermediate, et mon espace colorimétrique de timeline également sur le DaVinci White Gamut, pour une sortie en Rec 709 Gamma 2.4, puisque je pense que la plupart des gens chez vous, vous avez ce type d'écran d'ordinateur, donc je veux que vous puissiez voir ce qui va se passer à l'écran. Mais on avait vu en Color Management que dans mon Input Color Space, d'habitude, je travaillais simplement avec ce qui sortait de la caméra. Et donc on a dit que ce qui sortait de la caméra, c'était du Blackmagic Design Film. Pourquoi j'ai pas mis du Blackmagic Design Film? Tout simplement parce que ce plugin n'accepte pas à la fois le Color Management et à la fois le Color Management dans le plugin. Je m'explique. C'est-à-dire que, hop, je le sélectionne dans mon input ici. Vous voyez que j'ai une source. La source, on le voit, j'ai du Rec 709, donc pour tout un workflow SDR, j'ai du Rec 2020 pour un workflow HDR, mais j'ai également ici celui qu'on retrouve, le DaVinci Resolve White Gamut Intermediate. Si vous utilisez le Color Management, comme moi j'ai fait ici, d'accord, j'ai utilisé le White Gamut, vous ne pouvez utiliser que quelque chose qui est disponible. Donc on voit ce qui est disponible. On voit que le Blackmagic, là, pour l'instant, il n'est pas disponible. Donc, si j'utilise le Color Management de façon globale, je suis obligé ici en source de paramétrer ce que j'ai paramétré dans mon Color Management. En l'occurrence, je l'ai paramétré sur du DaVinci White Gamut Intermediate. Donc, je mets sur du DaVinci White Gamut Intermediate. Si jamais vous n'utilisez pas de Color Management, c'est-à-dire que si ici, en gestion de la couleur, vous êtes sur du DaVinci YRGB, d'accord? Donc il n'y a pas de Color Management, je le fais, hop, j'enregistre, d'accord? Donc mon image ici, elle est complètement flat, c'est normal. Ici, dans votre input, vous allez avoir la possibilité, à l'inverse, d'aller choisir la caméra. Et donc, c'est le plugin qui va servir de Color Management. Et donc, à partir du moment où vous avez la possibilité de choisir la caméra, c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner le Blackmagic, donc on le voit, il est ici. La caméra, je vous ai dit que c'était une Pocket Cinema 6K. Et le format, d'accord, je vous dis que c'était un film en génération 5 avec une base d'ISO natif en 400. Donc c'est ici. Et vous voyez qu'à partir du moment où je les paramètre, je me retrouve bien avec une image qui est sensiblement la même à ce que j'avais en Color Management. Je dis sensiblement la même parce que ce n'est pas du tout le cas. Regardez ce que je fais pour vous montrer et pour comprendre bien les principes. C'est important, je passe du temps là sur vous montrer ça parce que vous allez vous retrouver avec des doublons et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Donc je sais, c'est long, mais c'est important. Regardez ce qui se passe si je remets mon Color Management. D'accord? Je vais le remettre. Hop, je vais le remettre sur ce que j'avais mis, mon DaVinci White Gamut. Intermediate. En timeline de travail, je vais refaire exactement la même chose. Une sortie en Rec 709 et j'enregistre. Vous voyez ce qui se passe là? J'ai un doublon. D'accord? J'ai dit à mon ordinateur, tu m'appliques de façon native un Color Management et j'ai dit en plus, à mon nœud, ici, tu vas m'appliquer en plus un autre Color Management. Donc on a deux fois le même Color Management. Nativement, vous voyez ce que je vais faire? Je vais désactiver manuellement la gestion de la couleur. Donc là, c'est ce qu'on avait vu sur le module sur le Color Management. On peut désactiver manuellement le Color Management. Donc je l'ai désactivé pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'image simplement avec l'OFX. Donc l'OFX, vous l'avez vu, je l'ai designé comme le Color Management. Donc regardez l'image, je vous laisse quelques secondes pour regarder l'image.
Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais désactiver ici Enhancer, donc je me retrouve avec une image flat, mais je vais venir réactiver mon Color Management ici. Hop. Vous voyez l'image? Elle est un petit peu plus saturée, elle est un petit peu plus jolie à mon goût. Donc en fait, voilà, sachez que, et c'est encore une fois, c'est une préférence, il y a vraiment deux écoles. Moi, je préfère travailler avec le Color Management de façon native, et donc ici, dans Source, je ne vais pas choisir Choose Camera, mais je vais choisir ici ce que j'ai choisi justement dans mon Color Management. D'autres vont préférer travailler directement sur le plugin, mais vous avez vu que ça ne donne pas du tout la même chose. À partir de là, avec cette longue introduction, quelles sont les autres possibilités de travail avec tout ça? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le Choose Camera et je vais revenir sur mon DaVinci Wide Gamut Intermediate. Vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Cette partie-là, on l'a vu. Le reste ici, à quoi ça correspond? Donc, l'exposure. On va voir l'ensemble des outils, ne vous inquiétez pas. L'exposure, déjà, je mets en garde avec cet outil-là. C'est le travail de l'exposition. Mais il y a quelque chose que moi, je n'ai pas compris dans le fait qu'ils nous mettent à disposition du travail sur les outils de correction colorimétrique primaire. Parce que ce qu'on retrouve ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on retrouverait ici sur le travail en correction colorimétrique primaire. On pourrait travailler sur l'exposition, la température, la teinte. Donc pourquoi ils l'ont mis ici? Puisque, comme ce que je vous ai dit juste avant, ils nous conseillent dans la méthodologie et dans le travail sur le node graph d'effectuer tout notre travail de correction colorimétrique primaire avant et secondaire, et d'avoir en dernier lieu le travail avec l'OFX. Je pense que c'est pour, on va dire, ceux qui manquent de temps, qui auraient envie de ne travailler qu'avec un seul nœud. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie de travailler qu'avec un seul nœud, vous pourriez du coup retravailler votre exposition, la température, la teinte, simplement à l'intérieur de l'OFX. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont créé, pour aller plus vite. Mais n'allez pas commencer à toucher à ces choses-là si déjà vous avez travaillé en amont comme c'est conseillé. D'une part, l'exposition ici va être, en tout cas de ce que j'ai pu constater, va être beaucoup plus efficace si vous devez l'utiliser ici, avec des clips qui sont non enregistrés en format log, alors qu'en format log, vous aurez vraiment beaucoup plus d'efficacité si vous travaillez avec votre caméra RAW ou avec les outils qu'on avait vus sur le module du technicien. Donc je mets déjà en garde avec cet outil-là. Il est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, il est beaucoup plus fort dans son application. Là où le travail avec les corrections, les roues colorimétriques primaires ou d'autres outils vont nous permettre d'être beaucoup plus fins, d'aller travailler dans les basses lumières, les hautes lumières, là, c'est vraiment, dans les zones de tonalité, ça y va assez fort. Et donc, vous voyez, ça peut nous faire des choses qui sont sans subtilité. Donc, attention avec ça. OK ? Donc, le reste, température, teinte, c'est exactement la même chose. Le defringe, lui, va être utilisé si on a ce qu'on appelle des aberrations chromatiques trop importantes sur certains effets, comme le halation et le bloom, qui sont des effets qui sont un petit peu après. Donc le defringe, si vous utilisez l'un des effets qu'on verra après, vous avez la possibilité ici de travailler justement sur sa puissance. Donc ça, c'est au niveau de l'input. On passe. Le film. Le film, c'est vraiment le cœur du plugin. C'est-à-dire que c'est vraiment pour ça que ça a été créé. Et c'est assez simple, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de profils. Donc à partir de là, c'est ce que je vous disais, c'est des choses qui ont été créées à partir de photographies, donc d'impressions négatives qui ont été faites sur des photographies et également sur certains films. Donc ces émulations, moi ce que je vous conseille, c'est qu'en fonction du projet que vous avez, vous les testez. D'accord ? Parce que elles ont vraiment, donc là j'ai mis le premier pour vous montrer l'Adox Color Implosion 100. Hop, pardon, je reviens ici. Il faut bien évidemment cliquer sur Enable pour voir l'effet qui s'applique sur votre film en direct. Vous pouvez les tester tous, donc je vais laisser cocher. Vous pouvez les tester pour voir directement les effets. Donc ça, c'est vraiment à vous de tester en fonction
de votre projet pour voir celui qui correspondrait le mieux. Moi, ceux sur lesquels je vais vous donner un tout petit peu plus de détails, parce que je vous ai dit qu'il y en avait qui étaient sur photo et d'autres qui avaient été créés sur les films, c'est notamment les Kodak. Donc les Kodak, ils sont situés un petit peu plus bas, notamment les Kodak Vision 3. Donc on en a 4. On en a un tout petit peu plus haut qui est... où est-il ce petit chenapan? Je le trouve plus. Il est où? Il est là. Le Kodak Eastman WX5222, c'est aussi un film emulation qui est issu des films. Ceux qui vont être les plus utilisés, ce sont ces 4-là. Le Vision 3 50D, 500T, 250D et 200T. Donc on en a 4. Je vais vous mettre le tableau à l'écran. Et donc, par rapport à ces chiffres que vous voyez, le D, eh bien, c'est pour Daylight. D'accord? Donc c'est calibré sur une exposition à 5500 Kelvin. Quand on regarde les informations du constructeur sur The Answer, eh bien, on voit que ce Kodak Vision 3, il a une possibilité en fonction de l'exposition. On est sur du 5500 Kelvin, mais il accepte plus ou moins 200 Kelvin. C'est-à-dire que si vous êtes à 5300 Kelvin ou 5700 Kelvin, ça passe aussi. D'accord? Le T, lui, eh bien, c'est pour tungstène, et donc c'est pour tout ce qui va être sur du 3200 Kelvin. Mais on va voir les subtilités entre tout cela. Donc on a d'abord le 50. Le 50D, s'il veut bien rester là. Hop. On va le revoir. Alors, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est où mon Kodak? Ah, ils sont là. Je perds la boule, Pardonnez-moi. Le 50D, lui, c'est quelque chose qu'on va utiliser principalement en pleine journée. Quand on a des forts contrastes, notamment quand le soleil est au plus haut, d'accord? Quand on a des grosses ombres, des grosses hautes lumières, du coup ce 50D, lui, il va nous aider à absorber un petit peu ces zones-là pour, je dirais, ajouter de la douceur dans l'image. On a le 200T, d'accord, qui est son homologue pour travailler en intérieur, à 3200 Kelvin et qui lui, pareil, va atténuer le contraste. Et c'est quelque chose qui peut aussi, le 200T, être utilisé sur des couchers de soleil qui seraient assez orangés, parce que je vous ai dit que c'était sur du 3200 Kelvin, donc on s'en rapproche avec les couchers de soleil. On a juste en dessous le 250D, lui c'est l'inverse, on va l'utiliser en pleine journée, quand par exemple on a beaucoup de nuages, et peu de contraste. Ça va avoir l'effet de redonner un peu de contraste dans notre image. Donc attention avec l'utilisation de ce Kodak Vision 3 250D, parce qu'en fonction de comment vous avez travaillé en correction colorimétrique primaire votre contraste, du coup faites attention de ne pas en rajouter trop, puisque celui-ci en rajoute déjà nativement. Donc vous allez avoir un doublon pareil au niveau du contraste, et ça peut créer des problématiques. Et puis le dernier, le Kodak Vision 3 500T, lui va être utilisé plus pour des scènes de nuit, qui auraient un fort contraste et qui serait dû au fait qu'on a un manque de luminosité. Donc par exemple, si vous êtes indépendant et que vous avez shooté des scènes en pleine nuit mais que vous n'aviez pas beaucoup de lumière ou que la rue n'en possédait pas beaucoup, le 500T va vous permettre justement d'ajuster, d'affiner un petit peu ces contrastes en adoucissant et en apaisant un petit peu tous ces forts contrastes. Donc voilà, ça c'est les 4 principaux qui sont utilisés en film. Et pour le reste, faites des essais, ce sont ceux qui sont utilisés sur des émulations photographiques. Push and pull IV, ça permet de travailler sur le contraste de la couleur, et donc c'est la puissance de l'effet. C'est, on le voit ici, ça shift le color contraste, et donc en fonction de ça, et en fonction de l'effet
que vous avez mis, eh bien ça switch les couleurs plus ou moins fort, donc attention avec ça. Moi ici, ça correspond pas vraiment, mais je vais mettre un Kodak Vision 3, le 50D. Voilà. Et puis en termes de puissance, ici, voilà, je vais laisser sur à peu près 276. On a ensuite, eh bien, le film compression, c'est tout le travail qui est à faire sur les hautes lumières et eh bien la façon de les clipper. On avait vu tout ce qui était notion de clipping justement dans le color management. C'est vraiment une notion qui est arrivée avec le numérique. Donc ce film compression, c'est vraiment un outil qui a été recréé pour simuler dans notre image justement eh bien, la façon dont ici nos hautes lumières elles vont se comporter. Donc on a ici, hop, je vais essayer de le mettre un petit peu plus grand. On a ici, on active bien sûr le enable. On a ici l'impact, c'est le degré de clipping justement dans nos hautes lumières. On le voit ici. Ok. On a le white point, par défaut il est à 100, vous le voyez. Plus vous descendez et plus bien vos hautes lumières elles vont clipper rapidement. Inversement, plus vous allez au-dessus du 100 et plus vos zones de transition dans les hautes lumières, eh bien, elles seront plus smooth. Donc petit chiffre, agressivité, je vais dire, de l'effet. Chiffre au-delà de 100, chiffre élevé, ça amortira eh bien, les transitions. Le tonal range, ben, c'est la largeur de l'effet que vous voulez appliquer, donc en relation directement avec l'impact. Et puis ici, le color density, c'est la saturation de vos hautes lumières, puisque ben, en fonction des film emulation que vous utilisez précédemment, eh bien, il y a un travail qui se fait sur les hautes lumières et elles sont plus ou moins saturées selon celui que vous utilisez. Donc vous pouvez travailler sur la densité de couleur, sur justement vos hautes lumières, à vous de tester en fonction eh bien, de vos images. Donc ensuite, on a tout le travail sur l'expand. Donc le travail sur l'expand, black point, white point, color mode, c'est ni plus ni moins un travail de dynamique entre eh bien, les noirs et puis les blancs. Donc vous voyez sur cette image-là, si je l'active, vous voyez, hop, pardon, c'est un travail de contraste, mais du coup, en fonction de comment vous avez travaillé sur vos corrections colorimétriques, primaire, attention à utiliser ça. Vous allez travailler sur la dynamique de votre image en fonction entre votre white point et donc, je vais remettre ici sur l'oscilloscope, on va le voir. Vous voyez le travail. Donc c'est le travail du lift. Hein. Ici je lift, plus j'augmente et plus vous voyez je descends ici sur mes basses lumières. Ici mon white point, plus j'augmente ou plus je descends. C'est vraiment le travail de la dynamique de l'image, mais pour moi il n'a aucune utilité. En tout cas, à partir du moment où vous avez utilisé le color management et que vous avez travaillé ici préalablement sur vos corrections colorimétriques primaires. Vous avez le mode normal ou le mode Luma. Eh bien, vous avez la possibilité d'agir sur justement ce black point et cette dynamique, juste simplement sur la luminosité de votre image et non pas sur la totalité de votre image. On a ensuite le print, d'accord, qui est on va dire le dernier stade de transformation, comme je vous l'ai décrit au début du travail. C'est vraiment le positif que nous a fait le scanner. D'accord ? Par défaut, on le voit, il est sur linéaire. On a d'autres possibilités. On a le Kodak 2383, le 3513. Par défaut, il est sur linéaire. Ça veut dire que si vous le laissez sur linéaire, au moment de l'impression en positif de votre film, vous faites quelque chose qui est relativement neutre. Vous avez choisi votre film au départ, donc une émulation au départ qui a été créée sur un négatif, mais en positif, d'accord, donc pour la retransformation en positif, votre profil il est linéaire, c'est-à-dire qu'on va le transformer dans ce que je vous avais dit au tout début de la leçon, sur quelque chose où eh bien, on va s'approcher de quelque chose qui serait le produit fini, on va dire. Mais vous pouvez travailler sur les deux plus connus, d'accord. Le Fujifilm 3513, là, c'est des films comme Twilight. Twilight avait été fait avec ce Fujifilm-là.
Et bien évidemment, le Kodak 2383. Quel est le dernier film? Le Joker, voilà, qui a été fait, créé. Jill Bogdanovich a travaillé avec cette émulation-là, avec son père. Ils ont travaillé sur une lutte qui se servait justement d'une émulation positive en Kodak 2383. Donc ça, vraiment, c'est la possibilité pour vous de choisir le positif que vous voulez. Donc je vais l'activer. Donc vous voyez, s'il est linéaire, ce que ça donne. Et vous voyez, si vous l'activez, ce que ça donne. Donc tout de suite, on a plus un mood, on a plus quelque chose qui représente justement ce qui a été créé en positif avec cette chose-là. On a du coup les réglages qui sont juste en dessous. À savoir que Target White ici, il est uniquement disponible. Vous voyez, si je mets sur linéaire, il n'est pas disponible. Donc vous l'avez de disponible simplement avec le Fuji 3513 et le Kodak 2383. Donc le Target White, c'est quoi? C'est simplement vous ajuster la température de couleur de votre image. Vous pouvez faire des petits ajustements. Après, encore une fois, si vous avez travaillé sur des corrections colorimétriques primaires et secondaires, faites attention avec ici, justement tout ça, quoi. Target White, Exposure, IV, le contraste et la Density Color. Ce sont exactement les mêmes choses qu'on retrouve en correction colorimétrique primaire. Donc attention à ne pas aller switcher des choses que vous aurez travaillées. Vous pouvez tester selon vos images, mais vous voyez, ça va affecter l'image. Par exemple, l'exposition ici, si j'affecte mon exposition alors que je l'ai travaillé ici, ça fait double chose. C'est pas très intéressant. Donc encore une fois, ce que je vous disais, c'est que le travail sur le print et le travail sur le film, c'est vraiment intéressant pour le travail sur les émulations. Après le travail et tout ce qu'ils nous ont ajouté, voilà, moi je m'en sers pas trop, c'est pas trop utile. Le Analog Range Limiter, c'est un outil qui est pratique. Par contre, c'est si vous le clippez ici, si vous le cliquez, vous voyez déjà j'ai un petit switch, on le voit ici. C'est qu'en fonction des paramètres que vous avez déterminés, lui, le fait de cocher cette case-là est en train de vous dire, moi, je vais te limiter par rapport à ce que je connais des valeurs qui m'ont été intégrées dans mon logiciel, par rapport à ce que tu viens de me mettre là. C'est-à-dire que le Kodak 2383 Print Film, il a certaines valeurs dans certaines régions de l'image. Eh bien, toi, si tu as changé des choses ici, moi, en fait, en cliquant ici, je suis en train de tout te réarranger automatiquement un petit peu pour pas que tu dépasses certaines choses. Parce que vous comprenez bien que si vous travaillez sur, par exemple, l'exposition, si je travaille sur l'exposition ici, et que je clique ici, il va quand même me permettre, voilà, là c'est très limité, mais vous voyez qu'il travaille quand même au niveau de la dynamique de mon image, en fonction des paramètres mathématiques qu'il a à l'intérieur. Donc voilà, c'est simplement une sorte d'auto-limitation. Hop, on va passer maintenant au Color Edge. Le Color Edge, je vais passer vraiment rapidement dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Nous, on a travaillé, je vous l'avais dit dans le module sur la théorie artistique. Je vous avais expliqué qu'en mode numérique, on travaillait sur un système additif de couleurs. Eh bien ici, le Color Edge, c'est un travail inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus en système additif, mais on est en système soustractif, et généralement, ce système soustractif, on l'appelle le CMY RGB, c'est-à-dire la première lettre de cyan, de magenta, de yellow, CMY RGB. Donc c'est comme ça que vous repérez ce système-là. Très honnêtement, j'ai fait des essais, on peut même le voir ici. Voilà, ça donne des choses où il faut absolument maîtriser tout le travail qui peut être fait en peinture. C'est-à-dire que là où on sait que quand on va travailler avec nos couleurs rouge et bleu, on va obtenir du magenta. Quand on veut travailler ici sur l'axe magenta-green, ça nous donne des choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc voilà, moi généralement, je ne me sers pas de ça, encore une fois. Je me sers principalement de ça pour utiliser les films emulation. Au niveau du film grain, là c'est intéressant. On a deux types de films, vraiment on a le négatif et le positif, donc négatif et positif. Le positif, c'est celui dont je me sers le plus souvent, c'est celui qui va produire un grain qui est, comment je pourrais dire ça, plus doux, notamment dans les hautes lumières. Et le négatif, il est beaucoup plus prononcé, avec des
des ajustements au niveau des micro-contrastes qui sont beaucoup plus élevés. Et puis on a deux types de modes qui sont différents. On a le analogue et le digital. Par défaut, l'essai sur analogue, c'est le plus performant. Mais il faut le savoir, ça demande un petit peu plus de puissance de calcul. Et on a le digital experimental qui peut être utilisé par certains pour voir sur certains rushs. Vous pouvez le tester, mais ça demande voilà, pas trop de puissance de calcul. Et quitte à utiliser cet OFX pour avoir quelque chose d'intéressant, autant utiliser l'analogue qui nous permet justement d'avoir des choses qui sont plus intéressantes. Donc vous pouvez travailler sur différents paramètres, la taille du grain, qu'on le voit. Je vais peut-être zoomer un petit peu, peut-être je vais mettre cette partie-là pour que vous puissiez voir en direct, donc en fonction de la taille du grain, on le voit. Vous pouvez travailler sur amount, ici, c'est la densité, donc plus ou moins de densité des grains. Ici, film resolution, c'est pareil. Shadow, midtone et highlight, comme son nom, comme les différents noms l'indiquent, c'est la possibilité pour vous d'appliquer dans les différentes zones, directement du grain ou pas. Donc, est-ce que vous voulez appliquer du grain dans les ombres, dans les moyennes lumières ou dans les hautes lumières? Et puis, chroma, c'est la possibilité d'ajouter ou pas. Donc, je ne sais pas si on va le voir là, mais peut-être dans l'arbre. On va essayer en direct. C'est la possibilité d'ajouter, c'est d'ajouter de la saturation dans certaines zones. Donc voilà, ajouter un petit peu de... Parce que selon les prints, selon les films que vous utilisez, vous pouvez, et selon le grain que vous mettez, vous pouvez avoir envie, on est vraiment dans du détail qui est fin, mais vous pouvez avoir envie d'utiliser, certaines saturations dans certains types de film grain. Halation et bloom, je vais passer rapidement dessus, tout simplement parce que le choix que j'ai fait de cette image-là ne permet pas de vous le montrer, mais si je zoome un petit peu, par exemple, halation, c'est un effet qui prend vie dans les zones qui sont rouge-orangé, notamment dans les hautes lumières. D'accord ? Donc c'est dans les hautes lumières, et dans les hautes lumières qui sont rouge-orangé, ça crée une espèce de halo, donc on va le voir. Je ne sais même pas si on va le voir correctement sur cette image-là. Je vais enlever le film grain, peut-être que ça va m'aider à voir un petit peu plus. Ouais. On le voit ici, donc dans les... Je vais zoomer encore un peu plus. On voit le travail du halation. Donc ça vient créer des choses, notamment, vous voyez ici, là. Et ça écarte un petit peu. C'est une façon de créer une dispersion de lumière, un halo, voilà, justement dans les zones. Je ne sais pas si dans mon image, là, peut-être au niveau des cheveux ici, qui sont un peu rouge-orangé. Ouais, donc on le voit un petit peu, vous voyez le travail justement de halation. Ça affecte les zones de l'image. Donc on le voit ici. Donc voilà, ça c'est vraiment à tester. Halation, c'est à tester. Bloom, c'est à tester. Bloom, ça va être plus sur la dispersion de la lumière, notamment dans les zones qui sont contrastées. Donc là c'est pareil, le bloom, on ne voit pas bien. On ne le voit pas bien en direct parce que on le voit un petit peu ici. Donc voilà, c'est à tester pour la dispersion de la lumière dans les zones de contraste. Ces deux effets qui sont intégrés directement à notre FX, à vous de voir. Vignette, bon, on va passer très rapidement, comme son nom l'indique, c'est vraiment le même procédé que le travail avec une Power Window, donc on le voit. On peut afficher la taille de la vignette. On peut travailler sur où se situe la vignette. Vous voyez, si l'effet est plus ou moins fort, ça ressemble un petit peu à vraiment une Power Window, mais de façon un petit peu dégueulasse. On a également l'aspect, d'accord, the aspect ratio ici. Donc on va remettre tout ça hop, à 0. Et donc vous pouvez travailler sur avoir une vignette qui est plus ou moins forte. Vous voyez, pour avoir
un centre de l'image. Donc ça, je passe rapidement, vignette, il n'y a pas grand-chose à dire. FilmBrace, c'est intéressant. C'est un outil qui va simuler ce qu'on retrouvait à l'époque sur le travail avec les pellicules, c'est-à-dire que quand vous aviez un travail en pellicule, la pellicule étant un composant qui est souple, et à l'intérieur du process de la caméra, la bobine était disposée sur un certain format et dans une certaine disposition, avec les déplacements de l'opérateur qui avait sa caméra à la main, la bobine à l'intérieur, elle bougeait. Et ce mouvement qui était créé par les déplacements de la caméra et de l'opérateur générait sur la pellicule en elle-même des changements au niveau de l'exposition, au niveau des teintes, au niveau de la saturation, etc., etc. Donc tout ce qui était capté justement sur le capteur et l'impression qui était faite sur ce film négatif n'était pas la même en fonction des mouvements. Et donc ce FilmBrace, il est intéressant pour recréer de façon aléatoire, on va dire, mais pas si aléatoire que ça, parce qu'on peut déterminer justement la période, c'est-à-dire comment je pourrais dire ça, tous les combien de temps vous voulez que justement il y ait une affectation de votre image. Est-ce que vous voulez que ça soit toutes les 3 images, ou est-ce que vous voulez, donc ça va de 1 jusqu'à 120, ou est-ce qu'au contraire vous voulez que justement il y ait des effets dans votre image et que votre image soit affectée toutes les 120 images. Plus votre chiffre est grand, vous imaginez bien, plus vous êtes vers les 120 et plus les effets qui vont être affectés sur votre image vont être souples. Plus vous êtes bas et plus vous allez avoir des chiffres dans votre image qui vont être assez désagréables. Donc attention avec ça. Le reste, exposure, tonal contrast et color, comme son nom l'indique, ça vous permet de travailler sur l'amplitude des fluctuations que vous allez générer sur tant d'images. D'accord ? Et puis impact qu'on trouve ici, ça affecte l'ensemble de tous les paramètres que vous avez affectés. D'accord ? Et bien évidemment, encore une fois, enable pour pouvoir voir votre effet. Gateweave, c'est un petit peu la même chose, mais ça va être plus pour recréer quelque chose qui serait de l'ordre, cette fois-ci, de la diffusion. Donc c'est un peu compliqué, mais quand vous êtes dans un cinéma qui utilise certains projecteurs, à bande, justement, c'est pour recréer certains types de mouvements qui sont recréés par certains types de projecteurs. Donc là, on rentre vraiment dans des détails. Et voilà, ça, je l'utilise pas, quoi. Auto zoom, vous pouvez l'utiliser en fonction de si le fait d'avoir utilisé certains paramètres dans vos images a affecté les zones extérieures de votre image, dans lesquelles on verrait justement des zones noires sur votre image. Donc vous laissez auto-zoom et il fait tout le travail automatiquement. Ça permet de ne pas se retrouver avec des zones noires sur l'image qu'on n'aurait pas vues. Moniteur, on a le false color qui nous permet de vérifier nos ajustements en fonction de nos expositions. Donc ça, on connaît cet outil-là. Donc ça permet de vérifier son image et de l'ajuster en conséquence. Et le clipping indication, je vous avoue que j'ai jamais compris, malgré le fait d'avoir utilisé cet outil, testé et vu un petit peu ce qui se faisait sur le site. J'ai toujours pas compris à quoi il servait. Donc voilà, c'est une indication pour le clipping, mais il se passe pas grand chose quand on l'affecte, donc j'ai pas trop compris à quoi ça servait. L'output ici, le total impact, c'est la possibilité pour vous, en fonction de la puissance de l'effet que vous voulez affecter. Ça n'a pas les mêmes composantes et mêmes calculs mathématiques que ce qui se ferait sur, par exemple, un travail ici d'opacité en sortie. D'accord ? Ce n'est pas les mêmes réglages, mais on va dire que c'est pour avoir la puissance de tout ce que vous avez travaillé jusqu'ici. Ici, soit vous avez un total impact qui est de 100, soit vous réduisez un tout petit peu, mais attention parce que vous le voyez, quand vous réduisez, vous réduisez justement tout ce que vous avez cherché à créer précédemment. Ensuite, on a le LUT Generator qui permet de travailler, si vous l'activez ici, vous allez dire à l'ordinateur, tu ne prends pas en compte si par exemple vous aviez utilisé une LUT en entrée pour faire certains changements, ici vous désactivez la LUT que vous auriez en entrée pour simplement travailler avec votre color management et tous les paramètres
que vous avez fait. LUT size, c'est si vous voulez exporter justement eh bien, des LUT justement avec small, ça vous permet d'exporter des LUT qui sont assez rapides, on va dire, et qui ne demandent pas de process de calcul trop puissante et normale. C'est si vous voulez justement des choses qui sont un petit peu plus robustes. Et puis on a pour finir Option qui est, on va dire, la possibilité de régler la puissance des paramètres de l'ensemble de l'OFX. C'est-à-dire que est-ce que vous voulez que pour l'ensemble des paramètres que vous allez utiliser, vous ayez quelque chose qui est rapide, ou est-ce que au contraire vous voulez une puissance de calcul qui est plus haute mais qui justement va ralentir l'ensemble du process. Déjà avec normal et fast, eh bien ça fait son travail. Donc voilà, c'est une longue leçon. J'espère que je vous ai pas perdu, mais voilà, on ne trouve pas d'explication aussi précise et aussi longue quand on cherche des infos. Donc j'ai voulu créer une leçon la plus complète possible sur le travail justement sur ces film emulation pour que vous puissiez eh bien, voilà, les utiliser et que vous puissiez être créatif sur vos projets.